Oui, toujours avec Jean Pelletier, l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, qui vient de nier une allégation faite par Charles Guité, selon laquelle M. Pelletier aurait voulu que M. Guité fasse en sorte que Pierre Tremblay lui succède comme responsable du programme des commandites au ministère des Travaux publics. Pierre Tremblay était auparavant chef de cabinet d'Alfonso Galliano. M. Pelletier nie avoir joué un tel rôle, tout au plus, dit-il, ne pas s'être objecté à cette nomination. On écoute la suite. Est-ce que vous lui avez donné des assurances quelconques quant à son traitement, sa progression? J'ai aucun souvenir de ça. Et d'ailleurs, quand il est venu à un certain moment donné, plus tard, pour me dire qu'il avait postulé ou qu'on lui offrait un degré supérieur dans le fonctionnarisme, j'ai écouté. Je n'ai absolument fait aucune intervention de quelque ordre que ce soit auprès de qui que ce soit. Pourquoi, M. Pelletier, pourquoi écouter dans ce cas-là? Parce que si vous écoutez, si vous portez une oreille attentive à quelqu'un, est-ce que cette personne n'a pas le droit de penser que peut-être c'est utile ce qu'il dit? Monsieur le juge, le directeur de cabinet du premier ministre, une grande partie de sa fonction, c'est d'écouter. Quand les gens ont l'impression que le bureau du premier ministre, on ne peut même pas parler à quelqu'un, ou on ne peut pas exprimer ce qu'on a envie, je pense qu'on rend un mauvais service, non seulement à son parti, mais on rend un mauvais service à la démocratie aussi. Après ça, c'est une question de jugement pour savoir si on agit ou on n'agit pas. Moi, j'ai été dans la vie publique pendant 25 ans. J'ai probablement plus écouté que j'ai parlé. Et je pense que ça entre dans les fonctions publiques d'écouter. Et quand quelqu'un venait me dire quelque chose, ben, j'écoutais tout simplement. Mais ça ne voulait pas dire que parce que j'avais entendu ce qu'il avait à me dire ou voulait me dire, que j'allais demain matin ou dans les minutes qui suivent, prendre le téléphone puis sauter sur le téléphone pour faire une démarche à l'appui de ça. Maintenant, j'ai 2 ou 3 événements à porter à votre attention. Pas seulement que les hommes politiques, monsieur le commissaire, qui écoutent, les juges aussi. Moi, j'écoute beaucoup. Et on vous en sait gré, monsieur le commissaire. On n'abusera pas de votre écoute. J'arrive à la fin de mes questions. Quelques événements, M. Pelletier. Les Grands Prix de Montréal, là, je vous réfère, M. le juge et M. Pelletier, à JP9, pour accélérer les choses. Je pense que ce n'est pas un secret que vous avez assisté au Grand Prix à quelques reprises en 96 et 2001. En fait. À plusieurs reprises, M. Pratt. Mais en 99... en 99, il y a beaucoup de monde qui apparemment m'ont vu au Grand Prix, mais je n'y suis pas allé. Parce que, d'abord, quand j'allais au Grand Prix, ce qui m'intéressait, c'était pas les séances de qualification ou la tournée des puits, ou etc. C'était la course elle-même, puis ça, c'était toujours le dimanche. Or, le dimanche, en 99, j'étais en Irlande, je pense. Il faudrait regarder, là. Mais, parce que j'ai quitté 99. Voyez-vous, je suis parti pour Belfast samedi le 12 juin 99, accompagnant le premier ministre. Puis le 13, le dimanche, j'étais à Belfast et je suis parti pour Dublin. Prenons les années. Dans les cas, cependant, où vous y alliez au Grand Prix, quelles étaient les circonstances qui vous y amenaient? Comment obteniez-vous les billets? Quelles étaient les circonstances? Les billets, dans tous les cas, m'ont été offerts par M. Guité. M. Guité nous offrait des billets, nous disant que ces billets faisaient partie de la commandite globale du gouvernement et qu'il n'y avait pas de coût additionnel pour ces billets et que de toute façon, il les avait, alors il nous les offrait. J'ai vu dans le témoignage de M. Lafleur que M. Lafleur a dit à la commission qu'il m'avait donné des billets. Lui a peut-être l'impression qu'il m'a donné des billets, mais moi, j'ai jamais su que les billets venaient de chez lui, si jamais c'était le cas. Les billets, quant à moi, venaient toujours du bureau de M. Guité.
Saviez-vous quelles étaient les agences ou l'agence, d'année en année, qui s'occupait de la publicité pour le Grand Prix en question? Pas du tout. Saviez-vous qu'en 98, j'espère que j'ai la bonne année, justement, le contrat de publicité a été changé entre Lafleur, qui l'avait eu pour 96-97, à Groupe Action 98? J'ai jamais été mis au courant de ça. Je l'ai su par la suite, parce qu'on en a causé, vous et moi. Mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant. Il appert, selon certains dires, que lorsque Groupe Action a pris la relève en 98, il y a eu des frais additionnels. Je pense que c'est M. Guité, entre autres, qui aurait expliqué ça, mais il n'est peut-être pas le seul. De 200 000 $ à peu près, qui auraient été encourus. 264 000 Il inclut les coûts de production, je crois, M. le juge. 264 000 $ qui auraient été convertis en commodité. Encourus pour les fins, justement, en partie du moins, d'acheter des billets. Et certains de ces billets-là sont allés au bureau du premier ministre, entre autres. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Absolument pas au courant de ça. Et pour être plus précis, est-ce que M. Guité a demandé, de quelque façon que ce soit, votre aval ou vos suggestions, votre impression pour le fait qu'on devrait payer ou augmenter la commandite pour les fins d'achat de billets? Non. Pour les fins d'achat de billets, il n'y a jamais eu aucune conversation avec M. Guité d'utiliser des fonds publics là-dessus. Jamais. Jamais, jamais. Je veux par ailleurs préciser qu'une année, mais je ne me souviens pas des années, là, monsieur le commissaire, mais il y a une année, on était allé au Grand Prix, puis on avait trouvé que la visibilité du Canada au Grand Prix, qui était un événement à saveur internationale, n'était pas très bien servie. Et je sais que par la suite, on avait souligné ça à M. Guité et aux gens du programme. Alors, que l'année suivante, ils aient décidé de mieux faire et que ceci ait apporté des coûts additionnels, peut-être. Mais ces coûts additionnels, s'il y en a eu, n'ont jamais été discutés avec lui. Molson Indy, avez-vous jamais assisté à la course Molson Indy? Je n'ai jamais assisté à une course de Molson Indy de ma vie, ni à Montréal, ni à Toronto, ni à Vancouver. Même si beaucoup de monde apparemment m'y ont vu. Salon du Grand Air, je ne veux pas vous reposer les mêmes questions parce que M. Cournoyer, Maître Cournoyer, vous avez posé quelques questions, mais eu égard aux témoignages qui ont succédé le vôtre le 7 février, je pense que dans votre témoignage, le 7 février, vous avez dit que vous n'aviez pas participé à la sélection de ces événements-là, vous n'en connaissez pas grand-chose. Je répète ce que je vous ai dit au mois de février. J'en connais toujours pas grand-chose. OK, j'ai 2 ou 3 questions plus pointues. Saviez-vous que M. Lemay de Polygone est impliqué dans les salons du Grand Air? Pas du tout. Que M. Corriveau, entre autres peut-être par sa firme Pluridesign, avait aussi un intérêt quelconque? Pas du tout. Ou que Everest et Groupe Action, après, avaient été impliqués dans ces commandites également? Pas du tout. China Series, qui a eu aussi d'autres noms, je pense, Dashan and Friends et peut-être Coast to Coast. Que savez-vous de cette initiative? Je connais rien de ce qui finalement est arrivé de concret avec ce concept. La seule chose qui a été portée dans mon attention, c'est le concept lui-même. Si j'ai bonne mémoire, il avait été pensé à la suite des voyages d'Équipe Canada en Asie, qu'il serait une bonne stratégie d'avoir du matériel télévisuel pour consommation en Chine, je dirais, illustrant la capacité manufacturière et la capacité de production de produits canadiens. Et sur le concept, je trouvais que ça faisait du sens. On avait amené là des délégations importantes pour signer des contrats. Évidemment, le marché chinois est le plus gros marché en développement au monde. Alors qu'on essaie de stimuler le marketing de nos produits dans ce marché, ça m'apparaissait un concept valable. Maintenant, M. Guité m'a parlé de ça dans ce sens-là, à un moment donné, au tout début. Et je n'étais pas surpris parce que M. Guité, faut s'en rappeler,
avait pas seulement à gérer le budget dit des commandites, mais il avait à gérer le budget de publicité du gouvernement canadien comme tel. Alors moi, je me suis imaginé que ce dossier-là était un dossier en élaboration au ministère des Travaux publics, à la direction de la publicité, en liaison avec le ministère du Commerce extérieur. Et j'ai donné une opinion sur le concept. Après ça, ce qui en est arrivé, c'est pas du tout venu à mes oreilles. Et pour parler de publicité, justement, avez-vous été impliqué dans l'octroi de contrat de publicité pour Tourisme Canada en 1994? En aucune façon, puis j'ai vu évidemment le témoignage de M. Guité qui a dit qu'à un moment donné, apparemment, M. Gougou went ballistic and called the Prime Minister's office. A capoté puis a téléphoné au bureau du Premier ministre. Ici, que jamais Yves Gougou ne m'a appelé, ni dans ce dossier, ni dans aucun autre dossier, pour l'obtention de contrats publicitaires. Jamais. Et en 1994, parce que c'est de cette année-là qu'on parle, connaissez-vous M. Guité? Non, j'ai rencontré M. Guité, je pense, pour la première fois en 1996, après le référendum. Et alors, juste pour que le dossier, la preuve soit claire, M. Pelletier, avez-vous, selon votre souvenir, parlé à M. Guité en 1994 relativement à l'octroi à Vickers & Benson, je crois, préalablement dans la première étape? Je n'ai pas parlé à M. Guité en 1994 sur le dossier de Tourisme Canada à Vickers & Benson. Okay. Et alors, ma dernière question est la suivante, M. Pelletier. Suite à votre témoignage de 2007 et dans la foulée de ce qui s'est passé depuis devant les audiences ou aux audiences, que pouvez-vous nous dire de votre point de vue de chef de cabinet de la gestion administrative ou financière du programme des commandites ou publicités? Écoutez, au mois de février, quand j'ai témoigné devant vous, Monsieur le Commissaire, j'ai essayé d'expliquer quel était le rôle, je dirais, des fonctionnaires versus le rôle des politiques et quelle était la relation quotidienne entre les uns et les autres. Et j'ai bien précisé par rapport au programme des commandites que notre responsabilité à nous, du cabinet du Premier ministre, c'était l'orientation politique, je précise, non pas partisane, mais l'orientation politique du programme. Et comme notre rôle est de donner des avis politiques, il était parfaitement logique et parfaitement correct de notre part de donner notre avis sur le choix d'événements qui méritaient une commandite et de donner aussi notre avis sur le niveau financier de la commandite. Voilà le rôle. Toute l'administration et la gestion financière du programme des commandites était au ministère des Travaux publics et le bureau du Premier ministre n'a pas eu rien à faire dans ce secteur administratif et financier. Nous n'avons pas choisi les agences, nous n'avons pas déterminé les conditions de contrat, nous n'avons pas signé aucun contrat et nous n'avons rien vu de cette paperasse administrative et financière. Ça, pour moi, c'est très clair. Maintenant, depuis le 7 février, bien sûr, Vous avez appris beaucoup de choses? J'ai appris beaucoup de choses, oui, Monsieur le commissaire, et je vous dirais que j'ai appris des choses qui m'ont navré. Et qui, ce n'est pas à moi à déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais s'il y avait eu, et vraisemblablement il y en a, s'il y avait eu des gestes administratifs ou de portée financière illicites ou erronés, je veux vous dire que nous n'y sommes pour rien. Et quant à moi,
je le regrette beaucoup, parce que j'aurais l'impression qu'on a abusé, que certains ont abusé de notre bonne foi. Et vous me permettrez d'ajouter, Monsieur le commissaire, qu'à mon âge, après 25 ans de vie publique, de penser que certains ont pu vouloir m'associer à une magouille, ça me fait de la peine. C'est extrêmement difficile à prendre, non seulement pour moi, mais pour ma famille et mes collaborateurs honnêtes. Je me permets de vous dire ça. Ce sont mes questions. Merci beaucoup, monsieur le... Je pense que monsieur Maître Cournoyer a quelques questions pour vous. Oui. Vous aussi, vous avez des questions? Une? Ben, une question. Venez la poser, s'il vous plaît. Et nous allons prendre notre pause par la suite. Ou non? Monsieur le commissaire, j'ai une question pour le témoin et une autre pour vous. Ah bon? Qui est de nature personnelle. Lorsqu'on a fait le tour des témoins tout à l'heure, on a oublié, me semble-t-il, 2 témoins annoncés par Maître Mitchell. Et il ne faut pas les oublier. Alors, maintenant que j'ai terminé ma question personnelle, bonjour M. Pelletier. Bonjour, Pierre Fournier pour M. Galliano. M. Pelletier, vous avez dit que vous aviez été informé du désir de M. Galliano que M. Tremblay, qui était son chef de cabinet, remplace M. Guité à la direction de la DGSCC. Vous rappelez-vous qui vous a informé de ça? Probablement M. Galliano lui-même. Et vous a-t-il dit s'il avait posé des gestes quelconques pour mettre en place son désir? Je voudrais vous faire plaisir, mais je n'ai pas souvenir de... Vous n'avez pas souvenir? De quoi que ce soit à cet égard-là, sur ce point très pointu de votre question. Particulièrement, vous a-t-il dit s'il est intervenu auprès de la Commission de la fonction publique? Non, il ne m'a pas dit ça, puis je n'ai pas souvenir d'ailleurs que ça se soit produit. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, M. Pelletier. Merci. Oui. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour, M. Cournoyer. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous retrouve avec plaisir. Je vous vois plus souvent que vous me voyez, alors j'en profite. Mes enfants disent la même chose. Si on pouvait vous apporter, M. Pelletier, P208D, c'est une question que j'ai oublié d'évoquer avec vous lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, le 7 février 2005 et non 2007, comme nous précipitait dans le futur mon collègue Maître Pratt. À la page 233, M. Pelletier, je ne vous avais posé aucune question sur cette note qu'on trouve à votre agenda au sujet d'une rencontre avec M. Corriveau et M. Galliano le 16 décembre 1997. Effectivement, on s'en était parlé dans notre rencontre préalable, mais pas devant M. le commissaire. C'est exact. Bien. Alors, pouvez-vous nous parler de cette rencontre et du contexte de cette rencontre, M. Pelletier? M. Corriveau, que je ne voyais pas souvent, m'avait fait savoir, je ne pense pas que je lui ai parlé personnellement, je ne me souviens pas de lui parler, mais avait fait savoir qu'il y avait des comptes à recevoir du Parti libéral du Québec qui n'étaient pas payés. Alors j'avais accepté de le recevoir à sa demande. Mon personnel lui avait donné un rendez-vous. Mais sachant qu'il voulait me parler de ça, j'ai demandé à M. Galliano d'être présent. Et j'ai dit, on a parlé, il a exposé qu'il y avait des comptes, je ne me souviens pas, une coupe de 100 000 ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai dit, écoutez, ça ne regarde pas le gouvernement, M. Galliano, ça regarde le parti, ça c'est un dossier pour vous et arrangez-vous pour le régler. Point. De quelle manière, M. Pelletier, est-ce qu'on vous aurait fait connaître la volonté de M. Corriveau de vous rencontrer à cet égard? Il a dû probablement appeler au bureau. À ce moment-là, c'est quelle année, ça? C'est 99? 16 décembre 97. Ça succédait
à l'élection de juin 97. Après l'élection de 97. Oui, c'est parce que j'ai eu plusieurs assistantes, monsieur le juge, au cours de cette période-là, puis j'essaie de situer qui était mon adjointe personnelle. Est-ce que c'était Mme Lévesque à ce moment-là? Bien, Claudette Lévesque était la directrice de cabinet, mais mon assistante personnelle, un peu ma secrétaire privée, devait être à ce moment-là Manon Bergeron. Monsieur Corriveau la connaissait bien. Et il a dû appeler Manon Bergeron puis dire, ben je veux voir M. Pelletier, puis donne-moi donc un rendez-vous, puis donnez-moi donc un rendez-vous, puis incidemment, je veux lui parler de telle chose. Alors, à un moment donné, parce que c'était pas toujours moi qui donnais personnellement tous mes rendez-vous, mon personnel travaillait à mon agenda aussi. Alors, quand j'ai vu qu'il venait me voir pour ça, ben j'ai dit, je veux que Galliano soit là parce que c'est son problème, pas le mien. Et M. Corriveau, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en contact? J'ai été en contact surtout au début, dans les années d'opposition, beaucoup plus. Vous avez la liste d'ailleurs de mes rencontres et vous allez voir que il y en a eu quelques-unes après le référendum, là, quand on essayait tout le monde s'affolait à cause des résultats obtenus. Mais par la suite, là, vous allez voir, là, dans les dernières années, là, j'ai été même plusieurs années sans avoir aucune rencontre avec lui. Et je comprends qu'à aucun moment, lors d'aucune de ces rencontres que vous avez eues avec M. Corriveau, il y avait été question de commandite. Pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais parlé de commandite avec Corriveau. Et M. Corriveau, est-ce que vous, à quelque moment que ce soit, on a porté à votre connaissance des informations qui vous ont préoccupé quant à l'intégrité de M. Corriveau? Non, j'ai jamais eu absolument aucun fait précis. Il y a toujours le murmuring. Vous savez, à Ottawa, j'ai déjà dit ça à la commission, il y a beaucoup de murmuring, puis tout le monde s'attaque un peu pour essayer de prendre sa place, puis tout le bazar. Alors, il y a du murmuring, mais s'il faut prendre le murmuring à la lettre toujours, j'ai jamais eu rien de précis, Monsieur le commissaire, qui m'aurait incité là, à agir. Et quand j'avais des doutes sérieux et fondés, j'ai toujours agi. Est-ce qu'à quelques moments que ce soit, M. Pelletier, vous avez senti le besoin de conseiller au premier ministre Chrétien de s'éloigner de M. Jacques Corriveau à cause des informations qui avaient été portées à votre connaissance? Bien, des informations. J'ai incité le premier ministre à de la prudence. Parce que quand il y a des rumeurs, puis il y a des il faut quand même que le premier ministre soit protégé et soit prudent. M. Corriveau est un grand amateur de musique. Et puis, c'était un sujet qu'il aimait bien utiliser pour pouvoir parler parfois au 24 Sussex. Et je me disais, sois prudent. Sois prudent. Est-ce que je comprends de votre réponse qu'effectivement, à un certain moment dans le temps, vous avez conseillé au premier ministre Chrétien d'être prudent dans ses relations avec M. Jacques Corriveau? Mais je viens de vous dire oui. Et à quel moment dans le temps? Oh, je sais pas trop. Je me souviens pas, là. 98, 99, peut-être. Et vous nous avez donné l'exemple de la prudence qui était liée au sujet que M. Corriveau utilisait pour entrer en contact avec M. Chrétien, mais sur quoi était fondé ce conseil de prudence que vous avez fait au premier ministre? Moi, je suis un vieil animal politique qui a été 12 ans maire d'une ville. J'ai vu bien du monde devant moi. Puis à un moment donné, on regarde dans les yeux, puis on a un pif. Puis tout à coup, le pif, on ne sait pas trop pourquoi, nous incite à la prudence. Et j'ai toujours essayé de faire profiter mon premier ministre de ma prudence à moi. Et y avait-il des éléments concrets? Je vous ai dit non. C'était juste votre nez. Je vous dis le pif. Pouvez-vous me donner une traduction en anglais du mot pif?
Non, c'est une farce. I'm not fluent in English enough, Mr. Je ne suis pas suffisamment anglophone, monsieur le juge, pour vous le dire. Ça ne se traduit pas. Je connais votre grande capacité, votre grand vocabulaire, donc vous avez sans doute trouvé un équivalent. Monsieur le commissaire, on peut parler de flair en anglais pour rendre pif. Très bien, merci. Je préfère hunch. Le témoin a désigné le bout de son nez. Et voilà qui pourrait nous donner un équivalent. Est-ce que vous avez déjà rencontré, et je veux vous référer là, pour vous mettre dans le contexte, M. Lachance, si vous aviez la gentillesse d'apporter le volume 102 pour M. Pelletier. Volume 102 des transcriptions. Transcription du 19 avril 2005. Page 18475. Et la question, je vous pose la question, les transcriptions le révèlent, c'est pour vous mettre dans le contexte, mais avez-vous rencontré M. Claude Boulay pour discuter d'un don de 5 000 $ qui avait été fait par soit Everest, soit Média Idéa Vision? Oui, parce que le conseil privé m'avait à un moment donné informé qu'il y avait une souscription qui avait été payée par M. Boulay à le même compte de banque où étaient en dépôt des argents du gouvernement canadien parce que son entreprise, là, je ne me souviens pas laquelle, là, et avait un rôle d'agence de je ne sais pas quoi. De coordination. De coordination. Puis apparemment, le gouvernement, dans ce compte-là, mettait de l'argent. Et le conseil privé avait peur que ça soit de l'argent du gouvernement qui était utilisé à partir de ce compte-là pour faire une souscription politique. Alors, j'ai voulu m'assurer que dans ce compte-là, il n'y avait pas que des argents du gouvernement, mais qu'il y avait aussi des argents qui appartenaient en propre à Boulay ou à son entreprise. Et c'est pour clarifier ça que je l'ai rencontré. Et on a eu, je dirais, la satisfaction à cet égard. Et cette rencontre-là a eu lieu entre vous et M. Boulay uniquement ou d'autres personnes ont participé à cette rencontre? Monsieur, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres personnes? Honnêtement, je me souviens pas. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je voulais être bien sûr qu'une souscription politique n'avait pas été faite avec l'argent du gouvernement en dépôt chez quelqu'un. Et je me suis organisé pour vérifier ça. Une question peut-être et sans doute un peu naïve. Pourquoi est-ce que le chef de cabinet procède lui-même à une vérification d'une telle nature? Parce que le greffier ou l'assistant greffier du conseil privé m'en avait personnellement parlé. Je veux juste revenir sur le terme que vous avez abordé répondant aux questions de Maître Pratt. Vous nous avez toujours indiqué, tant lors de votre témoignage de février 2005 que présentement, que la question d'administration relevait des fonctionnaires. C'est ça. Pourquoi ici cette question-là relevait de votre rôle de chef de cabinet par opposition aux autres éléments? Parce qu'il y avait une incidence politique. C'était une souscription politique. C'est pour ça qu'ils m'en ont parlé. Si ça s'était fait à même un compte du gouvernement, ils n'en auraient pas parlé. Mais là, ça se faisait, c'était une souscription politique qui était faite dans un compte privé où il y avait en dépôt des fonds du gouvernement. Alors, le conseil privé a attiré mon attention pour me dire, êtes-vous bien sûr que ça, c'est bien correct? Si il a utilisé des fonds du gouvernement, ça n'a pas d'allure. Mais si dans ce compte-là, qui est un compte d'entreprise, là, et il y a aussi des fonds qui appartiennent à l'entreprise, ben là, il n'y a pas de problème. Mais puisque normalement la question de gestion ressortait du ministère des Travaux publics, j'ai encore de la difficulté à comprendre. Je comprends l'impact politique, mais la vérification des faits n'incombe-t-elle pas à d'autres personnes que le chef de cabinet du premier ministre? Vous pouvez penser ça, mais de la minute où le chef de cabinet du premier ministre est informé par le conseil privé qu'il peut y avoir un doute sur une souscription et que ça peut mettre le gouvernement dans l'embarras et que ça peut être irrégulier
pense qu'il était parfaitement normal que je soulage ma conscience à cet égard, puis que je puisse dire au premier ministre que si jamais il y avait une question en chambre, il n'y avait rien là, vérification faite. J'aimerais maintenant poser quelques questions rapidement sur le contrat de la Commission canadienne du tourisme auquel votre procureur a fait référence. Est-ce que vous avez participé aux discussions et aux réflexions entourant l'annonce qu'a fait le premier ministre Chrétien d'augmenter le budget qui allait être consacré à la publicité interne en matière de tourisme, annonce qui a été faite le 25 octobre 1994. J'ai aucun souvenir d'avoir participé à ça. Et normalement, au sein de votre bureau, qui était la personne qui était chargée de ces questions-là? Est-ce que ça aurait été vous ou d'autres personnes? Non, bien, sur le fond de la question, sur le fond politique, ça aurait probablement été ou Mme Rosek ou M. Goldenberg sur the policy matter, là, si je dirais. Puis après ça, sur l'aspect communication et annonce du premier ministre, bien, ça aurait été le département des communications et ça aurait été le directeur des communications qui aurait été impliqué là-dedans. Donc, au sujet de cette nouvelle initiative-là, vous n'avez pas participé aux discussions entourant cette annonce par le premier ministre? J'ai aucun souvenir d'avoir participé à ça. J'ai été informé, bien sûr, je vous ai expliqué notre réunion de coordination de ce qu'on appelait le senior staff tous les matins. J'ai été informé que ce dossier-là bougeait, puis qu'il y aurait une annonce, puis etc. Mais pour avoir, je dirais, trempé dans le dossier personnellement, c'est non. Monsieur Pelletier, laissez-moi de vous poser une question supplémentaire, parce que j'ai compris que c'était durant la période où il y avait beaucoup de resserrements financiers dans le gouvernement. Et pour une fois, le premier ministre annonçait une mise de fonds supplémentaire dans un dossier, ce qui était assez anormal de ce temps-là. N'est-ce pas? Oui, est-ce mais... que vous vous rappelez, 95, c'était durant la période où tout le monde... Je me souviens de ça très bien, mais je me souviens... Et juste laissez-moi ajouter un autre facteur pour annoncer cette très bonne nouvelle pour l'industrie de communication du Canada, parce qu'on a annoncé un ajout de 35 millions de dollars dans le dossier. Monsieur Chrétien a dû voyager à Vancouver pour faire l'annonce devant une association des agents de voyage ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'était une matière très importante pour essayer de redorer le blason du gouvernement un peu dans cette industrie. Vous n'avez pas de souvenir de cela? Si vous me permettez, Monsieur le commissaire, je pense que la préoccupation du gouvernement à ce moment-là était beaucoup plus une préoccupation financière qu'autre. Il y avait un déficit de la balance de paiement en matière de tourisme. Tourisme canadien à l'étranger versus tourisme de l'étranger au Canada, qui était extrêmement importante. Et je me souviens d'études qui avaient été faites par le ministère des Finances à l'effet qu'il fallait absolument renverser la vapeur. C'est ça qui a motivé la création de la Commission canadienne du tourisme, le partnership entre le gouvernement et l'entreprise privée, la mise en commun de fonds, parce qu'il n'y a pas eu seulement que des fonds gouvernementaux qui ont été impliqués à ce moment-là dans la décision. Il y a eu des fonds de l'industrie privée, du tourisme, qui se sont ajoutés. Alors, c'est tout ça le background de la décision. Je pense que c'est pas d'augmenter, je dirais, le marché, si vous me permettez, en tout respect, je pense que c'est pas d'augmenter le marché des agences de publicité qui étaient à la réflexion du gouvernement. C'était de contrecarrer les effets négatifs sur l'économie canadienne d'un déficit énorme de la balance de paiement dans le tourisme. Quand même, vous allez convenir avec moi que lorsqu'on regarde dans ce contexte-là, c'était assez extraordinaire que dans les 2 années suivantes l'élection de 93, dans un contexte de restrictions budgétaires, on fait l'annonce d'une augmentation de budget pour le tourisme qui était essentiellement ajouter des fonds disponibles pour les agences de communication et les 2 agences qui vont avoir le plus grand parti
de travail étaient les deux agences qui ont travaillé pour le Parti libéral durant l'élection de 93. Monsieur le commissaire, je ne peux pas vous empêcher d'avoir vos soupçons. Vous n'avez pas... vous n'avez pas vos soupçons. OK. Ce n'est pas une question de soupçon, c'est une question d'une perception. Ben, je ne peux pas vous empêcher d'avoir cette perception, et je n'essaie pas de l'être. Tout ce que je sais, c'est que je peux dire que même en grande période de coupure budgétaire, il y a certains budgets qui ont été augmentés. Le budget du ministère des Affaires indiennes a été augmenté de façon très importante au moment où tous les autres budgets des départements ont été coupés. Enfin, ce qui, à mon sens... Alors, il y a toujours des priorités à établir. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où se décident les dépenses gouvernementales, et il n'y a pas une espèce de blueprint qui dit on coupe 3% partout ou 2% partout across the board sans... Il y a une réflexion beaucoup plus pointue par rapport aux besoins du moment, aux priorités du moment. Et s'il y a quand le gouvernement a baissé des subventions parce qu'il a coupé énormément de programmes, je me souviens que ça s'est fait dans un respect de la fragilité ou de la bonne fortune des clientèles. Et on a demandé moins d'efforts à des clientèles plus faibles, puis plus d'efforts à des clientèles plus nanties. C'est jusqu'à un certain point le jugement gouvernemental. C'est juste que ça m'a frappé que vous n'aviez pas de souvenir de tout de cette annonce. Il me semble que c'était probablement une des rares annonces de cette année-là où il y avait une augmentation de budget. Mais je prends note de votre réponse. Merci. Je pense pas que le témoin a dit qu'il n'avait pas de souvenir de l'annonce. Il a dit qu'il n'avait pas participé. Je pensais que c'était la question. Il a dit qu'il a été informé, juste pour les... Non, je sais. J'ai été au courant du dossier, mais je n'ai pas participé à l'élaboration du dossier, tout ça. Mais non, bien sûr que j'étais au courant. Aviez-vous été informé que la sélection initiale qui visait le marché américain a donné lieu à des discussions pour l'octroi de contrats visant le marché canadien? Toute cette histoire entre marché canadien puis marché intérieur, là, j'ai lu ça dans les journaux il y a 3 semaines. Sur la série de China Series, M. Guité, vous en avez parlé. Avez-vous eu des discussions au sujet de cette série avec M. David Dingwall? En aucune façon. Avez-vous eu des discussions avec d'autres membres du bureau du premier ministre? Et si oui, avec qui? Écoutez, j'ai peut-être eu une discussion avec Peter Donello, qui était le directeur des communications. Peut-être. Mais je n'ai pas de souvenir précis de ça. Avez-vous eu des discussions à ce sujet avec le premier ministre Chrétien? Non. Dernier sujet, Monsieur le commissaire, vous avez évoqué que M. Corbeil, lorsqu'il y a eu des discussions au sujet de M. Daniel Dezinde, vous a fait part et état de la précarité des finances du Parti libéral. Qui, M. Dezinde? Que M. Corbeil vous avait parlé des difficultés financières du parti en marge d'une discussion sur... Oui, mais ça, vous savez, il ne m'annonçait pas quelque chose de nouveau. Galliano m'en avait parlé, des problèmes financiers. C'était connu de tout le monde que il y avait des problèmes financiers non seulement au Québec, mais au Canada. C'était pas... c'était pas mon bac. Vous savez, j'avais assez d'ouvrages au bureau du premier ministre. Je ne cherchais pas des dossiers, je n'avais assez. Sur ce sujet, M. Béliveau vous avait-il, lui aussi, fait part des problèmes de finances du parti à la veille des élections de 1997? Je n'ai pas de souvenir précis qui me parlait de ça. De toute façon, même si... il m'avait mis au courant. Ça faisait pas partie de mes responsabilités. Puis je pense, j'étais pas pour m'en mêler de toute façon. Mais M. Pelletier,
D'accord, ça ne faisait pas partie de vos responsabilités, mais l'affaire de 5 000 $ ne faisait pas partie de vos responsabilités non plus. Mais celle-là, Monsieur le commissaire, le greffier adjoint du conseil privé m'avait personnellement téléphoné pour m'en parler. Et vous avez perçu le risque d'un scandale ou d'un risque de danger politique, de quelque chose qui causerait un ennui important au gouvernement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'essaie de suivre la logique de votre position. Si un de vos rôles, c'est d'éviter qu'il y ait des choses qui embêtent le Premier ministre ou le gouvernement au pouvoir, il me semble qu'une fragilité dans les finances du parti au pouvoir, une fragilité qui était vraiment majeure, exposer le gouvernement à exactement ce genre de danger. Mais, Monsieur le commissaire, au parti, il y avait des gens qui avaient, la stature pour s'occuper de leur dossier. Je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pris, moi, leur dossier sur mon dos. Il y avait des gens en place là, qui devaient s'occuper de ça. C'était l'heure, là. Que je sois au courant, bravo, mais c'est pas parce que je suis au courant que je dois m'en occuper. Dans le cas du 5000, ça me vient du greffier du conseil privé. À ce moment-là, c'est moi qui appelle, c'est pas un autre. Alors, je fais en sorte de nettoyer l'affaire puis de lui donner l'information. Mais le reste, je vois pas, tant qu'à ça, j'aurais pris les problèmes financiers du parti en Colombie-Britannique, puis dans les Maritimes, puis partout. Une dernière question, Monsieur le commissaire. J'ai oublié de vous demander, lorsque vous avez mis en garde le premier ministre au sujet de M. Corriveau, quelle a été sa réaction? Il m'a écouté. Puis M. Chrétien écoute, mais il ne réagit pas. Dans ce dossier, à ce moment-là, comme dans tous les autres. Ce sont mes questions, Monsieur le commissaire. C'est ça. Est-ce qu'il y en a, juste avant vous, Maître Pratt, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous n'avez pas de questions non plus? Maître Pratt, oui. Juste pour reprendre dans la foulée des questions du commissaire sur les problèmes financiers du Parti libéral, juste pour clarifier le dossier le plus possible, M. Pelletier, je comprends qu'il y a pu y avoir une discussion générale sur la précarité des finances avec M. Corbeil. Mais est-ce qu'il est allé plus loin et il a dit, M. Pelletier, je veux que vous vous rendiez compte que j'ai tellement pas d'argent, j'ai pas d'accès à une marge de crédit, il va falloir que j'aille voir des agences ou que j'aille ailleurs. Est-ce qu'il vous a décrit cette problématique? En aucune façon. En aucune façon. Merci, M. Pelletier. Merci, M. le commissaire. Merci pour votre deuxième visite, M. Pelletier, et merci de nous avoir clarifié certains points. Bonjour. Alors, nous allons prendre notre pause de 15 minutes. Mais vous ne m'avez pas remercié pour ma franchise cette fois-ci. Ah! Vous êtes toujours franc, M. Pelletier. Bien voilà, Jean Pelletier, l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, qui a fait un aveu étonnant. Il a avoué avoir conseillé à son ancien patron, le premier ministre Jean Chrétien, à une certaine époque, d'être très prudent dans ses rapports avec Jacques Corriveau, ce qui n'était basé sur aucun fait concret. Il savait que Jacques Corriveau, ami du premier ministre, communiquait avec le 24 Sussex pour parler parfois d'œuvres artistiques, de musique notamment. Et il dit que c'est son pif, son flair politique, lui qui a été longtemps maire de la ville de Québec, c'est son flair politique qui lui a indiqué de faire part au premier ministre d'être prudent dans ses rapports avec Jean Chrétien. Ce à quoi l'ancien premier ministre n'aurait pas réagi. Il écoutait mais ne réagissait pas, dit-il. Quant à M. Pelletier, bien, il nie avoir, comme l'avait affirmé M. Guité, avoir insisté pour que ce soit Pierre Tremblay, l'ancien chef de cabinet Alfonso Galliano, qu'il aille le remplacer comme fonctionnaire responsable des commandites. Il nie, comme M. Guité l'avait dit, avoir insisté pour que le contrat de tourisme soit fractionné de façon à en faire profiter l'agence BCP. Il nie également avoir favorisé l'embauche de Daniel Dezinde de la direction générale du Parti libéral, mais il a fait un long plaidoyer un plaidoyer intense, dis-je,
pour dire à quel point il regrettait si des gestes illicites ont pu être commis, à quel point il les regrettait, à quel point il regrettait surtout que certains aient tenté de l'associer à cette magouille. Cela a été, dit-il, très difficile. J'ai l'impression que des gens ont abusé de nous. Cela a été très difficile, dit M. Pelletier, et pour moi et pour ma famille. Alors, on va faire une pause pour suivre la commission Gomery. Après cette pause, c'est RDI en direct avec Geneviève Murchison qui prendra la relève. Et moi, je vous retrouverai avec la reprise des travaux de la commission dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Voici la toute nouvelle Montana SV6 de Pontiac, la fourgonnette conçue pour l'aventure en famille. Elle comprend le système OnStar de série et plusieurs innovations comme le système de rangement monté sur rail. Vous arriverez toujours à destination avec son moteur V6 de 3,5 litres à faible consommation d'essence et ses freins disques avec ABS aux 4 roues. La nouvelle Montana SV6 de Pontiac. La passion de conduire. L'île du Prince-Édouard, c'est un vrai paradis pour l'essence. Procurez-vous dès maintenant la trousse d'information gratuite au 1-800-887-LILE. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vivre pleinement vos vacances à l'île du Prince-Édouard. De plus, participez au concours sur ipevacances.com/Serge. Vous pourriez gagner le forfait de votre choix pour aller combler tous vos sens à l'île du Prince-Édouard. Composez dès maintenant le 1-800-887-LILE pour obtenir gratuitement votre trousse d'information. L'île du Prince-Édouard. Faites-en votre paradis sur mer. Au cours de l'année, durant leurs heures de travail, des employés de Shell font équipe pour améliorer le sort de leur collectivité. La raison? Simple solidarité avec leurs voisins. Pour montrer ce qu'on peut accomplir quand tout le monde s'y met. En fait, ils se soucient des autres. Une entreprise est à l'image de son personnel. Et les employés de Shell donnent le meilleur d'eux-mêmes. On dirait qu'il s'agit d'un adieu, je me trompe. Oui, je fais mes adieux à une femme très indépendante, libre et merveilleusement belle. Une femme intelligente, pleine de courage. Vos paroles me touchent, mais ne me faites pas trop regretter le passé. Je suis désolé. Une nouvelle vie commence pour vous, mais je veux être sûr que vous êtes heureuse. Je le suis. Je suis heureuse. Prête à illuminer le monde? Le nouveau colorant franc et brillant Herbal Essence vous donne 42% plus de revitalisant qu'avant pour un lustre qui dure. Essayez le nouveau colorant Herbal Essence. Il vient juste d'arriver en tablette. Vous arrive-t-il de mentir sur votre âge? Non, pas 28 ans. Vous pouvez convaincre les juges les plus sévères. Total Effects 7X de Olé combat 7 signes de l'âge. Et il hydrate même mieux que ces grandes marques vendues dans les grands magasins. Total Effects 7X de Olé. Ça a l'air beau. Mais ça aussi... Oh. Les appâts à fourmis Ray de double action contiennent 2 sources de nourriture pour attirer les fourmis à l'intérieur. Les 2 types de nourriture sont rapportés à la reine. À vous de choisir, vos capricieuses reines. Pour l'exterminer ainsi que toute la colonie. Les appâts à fourmis Ray de double action tuent la reine et tous ses sujets. Arrête de S.C. Johnson. Ce mardi, sans détour, visite le centre du Québec. Nos artistes devront façonner une mosaïculture au parc Marie-Victor. It was very difficult because you couldn't almost even stand. Il leur était difficile de se tenir debout en raison de la tempête. Ils ont passé la première nuit sous une tente, mais elle a ensuite été emportée par le vent. Ils ont dû construire un refuge dans la neige pour passer la 2e nuit. Finalement, à bout de souffle, les alpinistes ont été secourus et héliportés à Anchorage en Alaska, où ils se rétablissent.
Malgré leur mésaventure, ils gardent le sourire. There's worse things in life. Cendrix, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont toujours à l'hôpital parce que quand même, ce sont des engelures assez sérieuses. On l'a vu dans le reportage. Oui, ils sont toujours à l'hôpital d'Anchorage, en Alaska, parce que le médecin qui les traite là-bas est un spécialiste en engelures. Forcément, étant donné l'endroit où ils se trouvent, il en voit nécessairement plus que la plupart des médecins, du moins les médecins qui pourraient les traiter à Vancouver. Donc, celui qu'on voyait au début du reportage, Eric Bjarnason, il est pompier à North Vancouver. On croit bien qu'on devra lui amputer tous les doigts. On ne sait toujours pas, le verdict officiel n'a pas été déclaré encore. Les médecins sont toujours à évaluer son cas. Pour ce qui est des deux autres, ils devraient s'en tirer sans amputation. Ils devraient tous les trois passer encore au moins quelques jours à l'hôpital d'Anchorage. Et ensuite, ils espèrent évidemment pouvoir revenir au sein de leur famille ici, dans le Grand Vancouver. Pour ce qui est des deux qui s'en tirent le mieux, ils disent qu'ils vont refaire des expéditions en montagne. Pour ce qui est de Eric Bjarnason, celui qui devra peut-être se faire amputer les doigts, il n'est pas certain du tout. Il écarte même cette possibilité pour le moment. Bon, la nature est toujours plus imprévisible qu'on croit. Maintenant, parlons d'une autre disparition. Ça a lieu, ça, à Grouse Mountain. On a entamé des recherches depuis mercredi. Il y a un Américain qui est perdu. Est-ce qu'il y a beaucoup de secouristes qui y participent? Il y a une trentaine de personnes qui effectuent des recherches depuis mercredi. Grouse Mountain, c'est situé à North Vancouver. C'est à peu près à 20 minutes du centre-ville de Vancouver. C'est une montagne qui est très connue, qui est très fréquentée également. On peut monter soit à pied, ce qui prend à peu près 1 heure. Un jour, je vous dirai comment je l'ai rencontré quand je vous connaîtrai un peu mieux. Très bien. Vous voulez prendre une douche? Oui, avec plaisir. Bon, alors je vais simplement dire à Miguel de vous apporter une serviette et un peignoir. La salle de bain se trouve en haut. Première chambre à droite. Vous pensez à tout, décidément. J'essaie, en tout cas. Je vous retrouve dans une demi-heure. Bon, très bien, je ferai de mon mieux, mais vous savez, les femmes ont besoin de temps pour se faire belles. Non, non, pas vous. Je suis ravi de dîner en votre compagnie. Moi aussi, énormément. Tu as l'air un peu troublé. Mais non, pourquoi? Je pensais que ça allait mieux avec Nicolas. Que se passe-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête? Écoute, je suis un peu inquiète. Récemment, j'ai passé des moments extraordinaires avec mon mari. Parmi les plus formidables de ma vie. J'ai vécu un immense bonheur, crois-moi. Mais malheureusement, Nicolas continue à refuser ce qui nous attend. Je ne comprends pas. Je te parle de ma grossesse. C'est une réalité qu'il n'a pas encore acceptée. Pourtant, elle existe, elle ne va pas disparaître, et il refuse d'en parler. Écoute, Sharon, tu ne m'as rien demandé. Mais moi, à ta place, j'éviterai de faire pression sur lui. Après tout, plus vous êtes heureux ensemble, et plus ton mari prendra conscience de l'amour qui le lie à toi. Ensuite, il pourra peut-être se faire une raison plus facilement et penser qu'un enfant ne rompra pas forcément l'harmonie de votre vie conjugale. Oui, tu as peut-être raison. Cela dit, est-ce que je dois vraiment me contenter d'attendre patiemment en priant pour que les choses tournent bien? Est-ce que je dois prendre ce risque? Dans 1 mois ou 2, mon ventre va s'arrondir et là, j'aurai réellement l'air d'une femme enceinte. Et tout le ressentiment de mon mari, toute sa colère vont peut-être ressurgir brusquement à ce moment-là. Et moi, je ferais quoi si ça se passe mal? Allez, viens. Tu veux que je réponde? Non. J'y vais. Allô? Je suis chez qui? Quel numéro avez-vous fait? Désolé. J'ai dû me tromper. Oui, c'est ça. Mon petit l'être, Malcolm. Où est-ce qu'il a emmené mon fils?
Je n'en sais rien, Olivia. Écoute, tu vas le retrouver, ton fils. Ça, je te le promets. Comment tu peux dire ça? Personne ne peut en être sûr. Ça fait déjà 6 semaines. Ça va durer encore combien de temps? Nathan va le garder encore combien de temps loin de moi? Pardon, mademoiselle. Maman, s'il vous plaît. Je suis détective et je cherche une belle blonde pleine d'avenir et de charme. Une grande avocate. Très sexy. Extrêmement brillante. C'est ma fiancée, voyez-vous, et je vais épouser cette jeune femme dès demain. Ah, vous avez de la chance. Oh oui. Ah. Énormément. C'est une femme merveilleuse. J'espère qu'elle ne va pas me faire faux bond demain. Mais si vous continuez à faire le clown, elle va peut-être changer d'avis, monsieur. Oh, vous avez raison. Très bien, j'arrête. Cette fleur est pour vous, adorable femme. Vous êtes un être exquis. Que j'adore, que j'aime éperdument. Et qui va faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre. Je suis émue. Je sais que tu aimes énormément ton mari. Oui, j'aime Nicolas à la folie. À tes yeux, rien n'est plus important que votre union. Oui, et c'est pour cette raison que je veux aller au-devant des ennuis. Non, écoute-moi, si tu évites de le mettre au pied du mur maintenant, une confiance mutuelle s'établira entre vous et peut-être que... Oui, mais si une nuit, je suis avec mon mari, allongée près de lui dans notre lit, et qu'il remarque que mon ventre a grossi, que j'ai changé, il est possible qu'il ne dise rien, mais il est aussi possible qu'il m'en veuille beaucoup. Ça, je pourrais le voir dans son regard. Il me regardera comme s'il me haïssait, comme si je l'avais vraiment trahi, comme s'il ne voulait plus être avec moi. Et ça, c'est mon pire cauchemar, Grace. Ça me fait vraiment peur. Sharon, arrête, écoute-moi. Ce que tu imagines n'arrivera pas forcément. Tu ne devrais pas anticiper le pire, c'est malsain. C'est sûrement vrai. Mais néanmoins, je veux vérifier ce que Nicolas a en tête. Et je tiens à le savoir aujourd'hui, Grace. Je sens que je suis à bout, je le sens, Malcolm. Non, je sais bien, Olivia, mais Je calme-toi. ne quitte plus cet appartement. Toute la journée, je me fais du mauvais sang. Non, arrête. Écoute-moi. Tu as besoin d'aller prendre un petit peu l'air. Tu dois sortir d'ici, Olivia. Tu peux pas rester enfermée. Non, je n'ai pas envie de Écoute, sortir. ça te ferait du bien. Je sais que tu veux pas aller au mariage de Paul demain, mais pourtant, tu as besoin de voir des gens. Au moins, ça te changerait les idées. Tu pourrais parler. Non, je ne veux pas y aller, je ne peux pas. Fais-moi confiance. Tu seras pas absente longtemps. Et je pourrais t'y emmener. Je serai avec toi durant toute la cérémonie. Il n'y aura aucun problème. Malcolm. Sincèrement, j'apprécie beaucoup ton geste, mais je n'irai pas à ce mariage. Je ne vais même plus travailler à l'hôpital. Un collègue me remplace. Je n'arrête pas de penser à mon fils, ça m'obsède. Olivia, arrête d'y penser. Tu vas devenir folle. Tu crois que c'est facile? Tu crois que ça me fait plaisir de rester ici à attendre des nouvelles de mon petit garçon pendant que l'inquiétude me dévore? J'en ai assez de rester cloîtrée toute la journée comme une prisonnière. C'est l'enfer, je hais ma vie, je n'aurais jamais imaginé qu'on me ferait ça. Nathan a pris mon fils, il l'a kidnappé, mais si jamais j'arrive à mettre la main sur ce monstre, je te jure que je m'attaque. Qu'est-ce que tu fais, Olivia? J'en peux plus, j'en peux plus. Olivia. J'en ai assez, je ne peux plus vivre comme ça. Je le hais. Arrête, non, ça suffit. Olivia, calme-toi, je t'en prie. Tu es en train de devenir cinglée. Mon fils me l'a offert. Je me souviens, c'était pour la fête des mères. Olivia, regarde-moi, je t'en prie. Allez, il faut pas te mettre dans un état pareil. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Viens là. Ah, Malcolm. Ça me fait du bien que tu sois là. Serre-moi fort.
J'aimerais tellement être avec toi. Tu me manques tellement, maman. Triste constat, mais l'été représente, vous le savez, la période la plus critique de l'année pour les enfants. Chaque année, il y a une cinquantaine d'enfants qui perdent la vie de façon accidentelle au Canada. Et au cours de ce même mois, il y a 1800 enfants qui sont blessés. Cette semaine, procurez-vous 7 jours, le seul magazine qui a rencontré Nathalie Simard. 18 pages de reportages avec entrevues et photos exclusives. Tout sur l'enfer qu'elle a vécu avec Guy Cloutier, son courage, sa nouvelle vie, ses espoirs. 7 jours, votre magazine, en vente partout. Besoin d'une protection efficace contre les moustiques? Vous aimerez la lanterne anti-moustique OFF. La chandelle diffuse une agréable lumière alors que le tampon activé par la chaleur tue les moustiques. C'est une façon unique de vous protéger efficacement des moustiques. La lampe anti-moustique OFF. Là, c'est votre dernière chance. Pour être dur avec ta vaisselle, il faut un allié puissant comme Palmolive Oxy Plus. C'est le plus dur sur la graisse. Sa formule oxygénée déloge la graisse rapidement. Le nouveau Palmolive Oxy Plus. Avec le Doc Pépin demain matin, ici sur le plateau, on aura des chevaux. Vous avez bien compris, des chevaux sur le plateau de Salut Bonjour, en plus d'avoir aussi la visite de la belle Annie Pelletier et aussi l'excellent chanteur Jonas qui est en spectacle à Montréal cette semaine. Tout ça, dès 5h30, on vous attend. Ce jeudi, dans ma caméra. On est fait pas d'école. Super est en vacances. C'est les choses sales. Dans ma caméra, ce jeudi, 19h à TVA. Cette semaine à Désintox. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Carole vaincra sa peur en relevant un défi. Je ne touche plus le sol. Une thérapie qui tourne mal. Parfois, je n'ai pas envie de t'entendre. Un instant, je vous parle, je vous respecte, alors respectez-moi. Francesca s'isole de plus en plus. Je leur ai bien fait comprendre qu'il ne fallait pas m'embêter. Et la tempête éclate. Tu as volé ce qui m'appartenait. Si j'avais eu accès à un téléphone, j'aurais appelé la police. Je crois qu'elle doit partir. Je ne suis pas le seul à penser ça. Désintox, ce jeudi 21h à TVA. TVA présente les plus grands classiques de Jerry Lewis. Voyez ou revoyez ce comique du vaudeville. Et moi. Tous les vendredis matins, place à l'humour avec le festival Jerry Lewis. Vendredi 9h à TVA. Yo, trouve autre chose. Tout est fini. Ce vendredi. Houston, on a un problème. Et soyez des nôtres le 4 juin dès 21h. Ce dimanche, à l'occasion de la sortie en salle du film Crazy, TVA présente Crazy le plateau. C'est l'histoire d'un fils qui ne veut pas perdre, qui est prêt à sacrifier sa nature profonde, ce qu'il est en réalité pour ne pas perdre l'amour de son père. Apprenez tout sur le tournage du succès québécois de l'été. Ne manquez pas Crazy le plateau. En rediffusion à la demande générale ce dimanche, tout de suite après le Téléthon Enfant Soleil. Mais tu es sérieuse? Bonjour mon chéri. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, mon ange. T'es fatigué? Oui, un peu chéri. Mais ça va. Ton travail t'épuise, Nicolas. Ce n'est pas facile de réussir sa carrière, mais un jour tu dirigeras mieux mon entreprise. Ce n'est pas demain que ça arrivera, ma chérie. Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. Moi, je suis persuadée que tu seras bientôt le bras droit de ton père. On verra bien. Tu as passé une bonne journée? Oui. Ouais. Mais tu ne veux pas m'en dire plus.
Si, chérie, je suis passée voir ma mère. J'ai passé un moment avec Grace et ce matin, j'ai été à l'université car j'avais 2 cours. Tu as fait beaucoup de choses. Je reste active, oui. Essaye de te ménager un peu, n'en fais pas trop. Je suis passée à la permanence, c'est-à-dire au bureau du parti, et j'ai rencontré M. Corbeil. Il était extrêmement fatigué, il était très nerveux, il s'est un peu plaint du fait qu'il se sentait seul, et il m'a dit, comme ça, mais il faut savoir que tout le monde ici est payé. Je vous avoue, monsieur le commissaire, que ça n'a pas attiré mon attention. Je me suis simplement dit, mon Dieu, Benoît doit être très fatigué pour dire une chose pareille, puisque pour moi, c'était évident, d'autant que la marge de crédit du parti avait été augmentée. Tout le monde était au courant. Donc, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait simplement pas de l'argent dans la compte de banque pour payer tout le monde, si j'ai bien compris. La marge de crédit était presque épuisée. Nous avions augmenté d'un autre million ou à peu près. Oui, enfin, jusqu'à 3 millions. C'est exact. Et c'était utilisé, ou presque tout utilisé, Ma compréhension, monsieur le commissaire, c'était que nous avions l'argent, puisque cette marge venait d'être augmentée. Elle a été augmentée en cours de campagne, à ma connaissance. Et donc, pour moi, nous avions suffisamment d'argent pour payer tous les gens qui étaient là. Donc, si j'ai bien compris votre témoignage, M. Corbeil ne vous aurait pas informé ce soir-là du fait que de l'argent venant de l'extérieur avait été reçu par le parti pour permettre de payer les salaires de certains des travailleurs d'élection. Non, il ne me l'a pas dit. Mais à la lecture de la transcription et après avoir lu les comptes rendus des témoignages, entre autres celui de M. Corbeil, vous nous dites vous êtes rappelé de cet incident, si on peut l'appeler comme cela, ou de cet événement où M. Corbeil, maintenant en rétrospective, vous est apparu... Nous allons nous arrêter quelques instants pour vous présenter quelques manchettes. On revient tout de suite après. La FCCQ est fière de vous présenter les entreprises lauréates de la 25e édition du concours Les Mercredis. Alors qu'il est OK. C'est dans correct. un état critique. OK. OK. C'est correct. Désolé, madame. L'accident survenu avec la motocyclette BMW? Oui. Mea culpa, maxima culpa. Ça s'applique pas à moi. C'était pas de ma faute ce qui s'est passé. Moi, j'ai prêté les clés. J'ai dit, va faire un tour de moto. J'ai jamais suggéré à personne de se péter la gueule. Connais-toi toi-même. Socrate nous le disait au 5e siècle avant Jésus-Christ. S'il n'était pas capable de conduire, c'était à lui de pas prendre la motocyclette. Je lui posais la question, es-tu capable? Tu as déjà fait de la moto? L'homme possède le libre arbitre. C'était à lui à prendre la bonne décision. Dans un moment, les Simpsons. Puis à 17h, retrouvez Marius Brisson, chef d'antenne de la 2e édition du Grand Journal. Ne cherchez plus.
Malheureusement, c'est trop tard. Il n'appert ici que M. Joly ait peut-être voulu s'adjoindre quelqu'un pour un projet particulier, mais il n'existait pas de poste de vice-président. Alors, pour revenir à M. Morcelli, est-ce qu'il est à votre connaissance, ou il était, devrais-je dire, à votre connaissance à l'époque, que M. Morcelli s'attribuait le titre de vice-président à la Commission des finances? Non, je n'étais pas au courant. Vous ne le saviez pas. Est-ce que, suite à cette activité, à l'automne 2000, il est à votre connaissance que M. Morcelli a pris un peu plus de place au niveau de la Commission des finances? C'est exact. Alors, pouvez-vous nous dire à compter de quand et comment vous l'avez appris? Le cocktail de Montréal a eu lieu à la fin de 2000, avant l'élection. M. Morcelli a pris plus d'importance à partir du début de l'année 2001. Le ministre Gagliano a insisté pour qu'il s'occupe des finances. Et M. Clément Joly était moins présent en 2001. Même le rôle de la présidence de la Commission des finances ou bien de s'impliquer davantage uniquement comme membre de la Commission? Je dirais de s'impliquer davantage comme membre. Et ça coïncidait avec le fait que M. Joly, à ce moment-là, était moins présent. C'est exact? C'est exact. Bon. Est-ce que vous diriez qu'à compter de ce moment-là, M. Morcelli a agi comme s'il était le président? Non. Effectivement, c'est assez difficile de lutter sur tous les fronts. Mais je te promets qu'ils ne commettront aucune indélicatesse. Tant mieux. Alors, qu'y a-t-il au menu? Ah, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, à vrai dire. Non, je ne voulais pas parler du menu de ce soir, je voulais parler de ça. Ah, bien sûr. Notre lune de miel. Eh oui. Oh, Sam. Je donnerai tout ce que j'ai pour faire cette croisière avec toi, chérie. Nous passerons toutes nos nuits à faire l'amour. C'est dans moins de 48 heures. Tu vas pouvoir attendre? Bien, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à t'attendre. Je crois finalement que ça en valait la peine. Eh bien, nous allons enfin nous unir demain. Oui, demain. Encore une petite journée. Une journée qui sera très importante pour ma mère et pour mon père. Ça va être une formidable opportunité pour eux, ma chérie. Eh bien, c'est une manière de voir les choses. Non, c'est la meilleure façon de les voir. La maison Spectra aura-t-elle déjà eu autant de spectateurs? Jamais. Mais il ne faut pas se leurrer, 99% des gens seront là pour regarder les créations Forrester, et pas les nôtres. Ils vont forcément faire des comparaisons. Ça me semble inévitable. Et c'est là que ça va être dur. Je voudrais pouvoir leur épargner d'avoir de la peine. Tu n'as absolument aucune excuse à me faire, Adam. Même si cette collection fait un énorme four demain, je ne me mettrai pas une balle dans la tête. J'ai connu pire que ça et j'ai toujours survécu. Oui, ça, je suis au courant. Je n'arrête pas de me répéter que tu serais mieux si je n'étais pas revenu. Non. Non, je ne serai sûrement pas mieux. Peu importe ce qui se passera sur le podium demain, ça me conviendra parfaitement. Parce que dans ma tête, j'ai gagné. Comment peux-tu dire ça? J'ai des raisons de le dire. Regarde ce qui est en train de se passer. Cette maison a recommencé à vivre. Il y a de l'activité à nouveau ici, de la productivité.
On entend le cœur de cette maison battre à nouveau. On entend des bruits. Sais-tu à quand remonte un tel sentiment de vie et d'activité chez Spectra? Ça remonte à des années, je dirais même à de nombreuses années. Eh bien, j'espère que ça va aller, Sally. Je suis impatient d'être à demain après le défilé. Inutile d'attendre demain soir. Je sais déjà ce que je vais ressentir. Je vais dire, je ne m'attends pas à avoir le plaisir de monter sur le podium pour recevoir la médaille de la respectabilité. Je ne m'attends absolument pas à ça. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas pour ça que toi et moi nous sommes lancés dans ce métier. Si nous avons emprunté cette voie, c'est parce que nous voulions attirer leur attention, n'est-ce pas? Eh bien, de ce côté-là, c'est tout à fait réussi. Nous avons atteint notre but. Et nous avons même attiré l'attention de certains individus, et ça, j'en suis plutôt fière, je dois le reconnaître. Ah oui? À qui fais-tu allusion exactement? Devine. Son Altesse royale, la grande souveraine Stéphanie, a les yeux fixés sur nous en permanence. Nous l'avons hypnotisée. Et tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que depuis toutes ces années où nous avons joué de notre immense rivalité, j'ai réussi à avoir quelque chose qu'elle n'a pas su garder. Ah, avec tout son pouvoir, son prestige, son immense fortune, ce n'est pas pour elle. J'ai un homme qui est là pour m'épauler. Il est courageux, cet homme. Il a envie de se battre pour moi, d'être mon partenaire dans la bagarre. J'ai la chance d'avoir un homme qui m'a offert son âme et son compte en banque afin que je retrouve le sourire. J'ignore toujours pourquoi tu fais tout ça. Bien sûr que tu le sais. Seulement, tu ne veux pas le croire. Eh bien, peut-être que je vais finir par m'en convaincre. Tu devrais. Quelle que soit l'issue de ce défilé de mode, nous avons déjà gagné. C'est vrai. Je ne voudrais faire aucune prédiction concernant notre avenir, mais je vais te dire quand même, du plus profond de mon cœur, merci beaucoup, Adam. Vous l'avez engagé comme mannequin? Bien sûr. Ah, c'est absolument incroyable. Vous allez voir quand Rick va l'apprendre. Oh, je crois qu'il sera absolument ravi. Que voulez-vous dire par là exactement? Kimberly est celle qu'il nous fallait. Enfin, regardez-la. Elle est vraiment ravissante dans cette tenue de soirée. Le problème n'est pas là. Vous avez fait ça uniquement pour me vexer. Ça, tu vas me le payer, je te préviens. Oh, Ambre, vous vous donnez trop d'importance. Je n'avais pas songé une seconde à vous quand je l'ai engagée. Vous pouvez redescendre, Kimberly. Dites aux couturières que sur vous, cette robe est fabuleuse. Merci, Madame Forrester. Vous pouvez sortir également, Ambre. Et ne claquez surtout pas la porte. Non. Non, non. Je ne suis pas l'une de vos ouvrières. Je suis de votre famille, Brooke, et vous feriez bien de vous mettre ça dans le crâne. Le cappuccino glacé Tim Hortons. Régulier, 2% ou chocolat, seulement 1,79 $. Ce sont les jours Kenmore chez Sears. La marque de gros appareils ménagers la plus vendue au Canada est en solde.
plus de 200 gros appareils ménagers Kenmore sont en solde, dont les laveuses, les sécheuses, les lave-vaisselle et même les modèles tendance Kenmore Elite. Les jours Kenmore se terminent bientôt. Profitez-en pour acheter des appareils Kenmore et obtenez 0% d'intérêt jusqu'en juin 2007. Alors téléphonez, cliquez ou passez à un magasin Sears Décor ou à un grand magasin Sears. Certains disent que son mobilier de salle à manger est plutôt éclectique. Son mélangeur a 2 vitesses, poignet rapide et poignet lent. La musique, c'est la conversation. Et sa cuisinière à gaz est en fait électrique. Mais à vrai dire, personne ne vient manger le décor. Hellmann's, toujours vrai. Chez JL Nadeau de Nicolet, on est plus près que jamais. Prêt avec des offres qu'on ne peut pas refuser. Des rabais jusqu'à 8 000 $ et des taux à partir de 0%. C'est pas compliqué. Les meilleurs prix sont ici. JL Nadeau Chrysler Dodge et Jeep à Nicolet. Ce lundi, entrez dans l'univers de Laura Cadieux. Quand même pas pour aller me marier en métro. Pourquoi pas? Madame Thérien décide de se marier malgré tout. Le petit monde de Laura Cadieux, ce lundi 21h. Vivez vos rêves. Activités en abondance, mer et espace à perte de vue. Mettez le cap sur la nature grandiose de la Gaspésie. Vous y vivrez un tour de découverte unique. Vivez vos rêves. Une foule d'activités, gens accueillants et paysages grandioses. Mettez le cap sur la Gaspésie. Vous y vivrez un tour chargé de plaisir. Oh mon Dieu, Ambre. J'ai envie de vous flanquer une gifle pour avoir dit ça. Mais allez-y, vous m'avez déjà fait des choses qui étaient pires. Vous allez sortir de mon bureau avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter. D'accord, je vous prie de m'excuser. Je vous ai dit de sortir! Je voudrais que vous me respectiez. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous êtes vraiment blessante, Brooke. Je ne me laisserai pas faire. Comment voulez-vous que je vous respecte, Ambre? Je n'ai même pas confiance en vous. Vous avez gâché notre vie. Vous avez gâché la vie de mon fils. Oh, quand je repense à votre comportement, à la façon dont vous avez piégé mon fils, à tous vos mensonges quand vous attendiez votre bébé. Vous avez certainement toujours été